le titre choisi par Yann Bali pour cette conférence ne laisse aucune place au doute. Nous sommes en crise démographique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce point de vue est très largement partagé, puisque même les institutions internationales les plus promptes à dénoncer la surpopulation, et ça faisait des décennies que c'était le cas, et les misères de la surpopulation, sont aujourd'hui obligés de reconnaître qu'il y a un sérieux problème et que c'est un problème mondial, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ces institutions ont pris le temps pour faire ce constat, qui pourtant était prévisible depuis déjà fort longtemps. Et je pense à des démographes français comme Alfred Sauvy, qui a exercé son art tout au long du XXe siècle et qui est mort en 1991 et qui n'a jamais cessé de dire qu'il fallait contrer le problème de la dénatalité, alors même que un peu partout dans les institutions de pouvoir, et notamment dans les institutions internationales, on faisait la promotion de la réduction de la population, dont on disait qu'elle était en train d'exploser, à un tel point que les ressources mondiales étaient menacées, que la survie de la population était menacée. On pense à un Paul Ehrlich, qui, en 1968-69, publie avec sa femme un bouquin qui s'appelle The Population Bomb, la bombe de la population, et qui annonce que dès 1980, au Royaume-Uni, il y aurait une telle famine que les gens se battraient pour manger. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Les prévisions les plus catastrophiques, et même les moins catastrophiques, des dénatalistes ne se sont pas réalisées, alors même que leur politique était partiellement mise en œuvre. Donc, des démographes, dès cette époque où tout le monde annonce la catastrophe de la surpopulation, des démographes comme Sauvy, comme Philippe Boursier de Cardon, comme Pierre Chaunu et d'autres, sonnent l'alerte alors qu'il est politiquement incorrect de le faire. Le taux de natalité mondiale se situe en 2023 à 2,2 enfants par femme. Alors, il faut parler de ce que signifie cet indice synthétique de fécondité. On évalue sur la durée de la vie féconde d'une femme, moyenne, le nombre moyen d'enfants qu'elle aura au cours de sa vie. Et pour remplacer les générations, c'est-à-dire simplement remplacer les gens qui vont vieillir et mourir, il faut qu'une femme ait au cours de sa vie, dit-on, 2,1 enfants pour remplacer ceux qui disparaissent. Évidemment, 2,1 enfants, ça ne signifie pas qu'on peut mettre au monde un dixième d'enfant. C'est une bêtise. Mais ce chiffre-là, qui est brandi de façon tout à fait correcte dans les pays développés, ne correspond pas au chiffre qui vaut pour les pays sous-développés, où il y a une forte mortalité infantile, beaucoup d'enfants qui meurent avant 1 an, où le nombre de femmes arrivant jusqu'à la fin de leur vie fertile sans mourir avant, c'est-à-dire sans mourir pendant l'enfance et l'adolescence, etc., n'est pas près de zéro. Donc, dans les pays très développés, la mortalité infantile est devenue quelque chose de, grâce à Dieu, tout à fait exceptionnel. Et en règle générale, on a une espérance de vie qui fait que ce chiffre de 2,1 vaut tout à fait le zéro. Quand vous avez un couple, homme-femme, qui ont 2 enfants, ils se remplacent. Le 0,1 qu'on ajoute, c'est pour les cas des gens qui n'ont pas d'enfants, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir d'enfants, les gens qui ne se marient pas. Enfin, il y a des tas de choses qui font qu'il faut ajouter ce petit dixième d'enfants, mais dans les pays sous-développés, il en faut bien plus, puisque on parle de... j'en avais parlé avec Gérard-François Dumont, il m'a dit oui, dans des pays africains, il faut au moins 2,36, voire 2,40, peut-être même un peu plus, par femme, compte tenu du nombre de personnes qui vont disparaître avant de pouvoir procréer à leur tour.
Donc aujourd'hui, 2,2 enfants par femme dans le monde ne signifie pas que le monde se renouvelle absolument. C'est un chiffre à tempérer, et c'est un chiffre qui est d'autant plus à tempérer que le nombre de femmes diminue dans de nombreux pays par rapport à celui des hommes, notamment par le jeu des avortements sélectifs, puisqu'il est plus valorisant dans un certain nombre de sociétés et de cultures d'avoir des garçons que des filles, donc on élimine plus facilement les filles. Et puis comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure que les générations diminuent, il faut bien se rendre compte que le nombre de femmes diminue mécaniquement aussi, et ce sont les femmes qui ont des enfants jusqu'à preuve du contraire. Alors bien sûr, je sais qu'aujourd'hui, on est en train de faire des expériences sur les utérus artificiels et sur d'autres joyeusetés de ce type, c'est-à-dire qu'on va peut-être résoudre le problème de manière qui fait plus penser au meilleur des mondes qu'à un monde meilleur. Mais voilà, on en est là, on est dans un monde qui globalement ne se remplace plus. Or, une crise démographique, telle qu'elle existe là, pour le coup, de manière extrêmement vive dans un très grand nombre de pays, où on est très largement en dessous de ces 2,1% enfants par femme nécessaires au remplacement des générations, dans un très grand nombre de pays, on est carrément en crise démographique qu'on pourrait appeler suicidaire. Et une crise démographique est facile à créer. On m'a demandé de parler de disparition et de renaissance. La renaissance exige des actions, exige des politiques, mais l'histoire du XXe siècle nous montre qu'il est beaucoup plus facile de créer une crise démographique durable que de revenir sur cette crise démographique, et ça, j'y reviendrai plus tard dans la conférence. En tout cas, c'est difficile si on emploie les moyens qu'on propose aujourd'hui, qui peuvent tout au plus stopper l'hémorragie, on le verra ça aussi, dans la dernière partie de cet exposé, où j'essaierai d'aborder la question du que faire. Ce qui m'intéresse, c'est que même le Forum économique mondial, qui a très fortement appuyé les politiques antinatalistes depuis sa création, même ce forum s'intéresse à la dépopulation mondiale. Lors de sa réunion de janvier dernier à Davos, il a fait dresser un portrait très précis de la situation par un nommé Niall Ferguson. C'est un historien britannique. Mais alors, chose étonnante pour le Forum économique mondial, pour Davos, c'est un homme de droite. Et il a même épousé en seconde noces Ayaan Hirsi Ali, dont vous vous souvenez peut-être, c'était cette néerlandaise d'origine somalienne, je crois. Enfin, somalienne, me semble-t-il, oui. qui avait dénoncé l'islam, qui avait dénoncé les pratiques, les mutilations génitales, plein de choses. Et elle avait été très mal vue, et elle était partie aux États-Unis après avoir tenté de faire un peu de politique. Mais cette femme politiquement incorrecte au dernier degré, qui d'ailleurs est en train de découvrir le christianisme, a épousé ce fameux Niall Ferguson, à qui on donne la parole à Davos, janvier dernier. Il a démarré sa mini-conférence avec ce constat de la récente augmentation spectaculaire de la population mondiale au XXe siècle. C'est vrai que nous sommes dans une situation où il y a eu ce qu'on peut appeler une explosion démographique. Il dit, je cite, « L'histoire de la population humaine est remarquable car pendant la plus grande partie de l'histoire, nous n'étions pas très nombreux. Il a fallu 123 ans pour que la population mondiale double, passant de 1 à 2 milliards, puis 33 ans pour passer de 2 à 3 milliards, 15 ans pour passer de 3 à 4 milliards, et nous avons ajouté 1 milliard tous les 12 ans environ. » Fin de la citation. Nous en sommes à environ 8 milliards, pour autant qu'on puisse faire un décompte juste. Il a présenté un graphique publié l'an dernier dans le New York Times, faisant valoir que si le taux de fécondité du monde était le même que celui des États-Unis aujourd'hui, la population mondiale, après un pic d'environ 10 milliards, chuterait presque aussi vite qu'elle a monté, à moins de 2 milliards dans environ 300 ans. Vous voyez que ça peut aller ces choses-là peuvent aller extrêmement vite.
Et Ferguson ajoutait que Elon Musk, pour lequel je n'ai pas seulement pas que de la tendresse, moi s'en fout, mais Elon Musk pourrait bien avoir raison en affirmant que l'effondrement de la population, dû au faible taux de natalité, est un risque bien plus important pour la civilisation que le réchauffement climatique, quoi qu'on en pense. A-t-il raison, se demande Ferguson, et je cite encore, les démographes sont de plus en plus nombreux à admettre que la population humaine atteindra probablement son maximum plus tôt qu'on ne le pensait. Selon la projection de base des Nations Unies, la population mondiale atteindra 10,3 milliards d'habitants dans les années 2080. Mais il existe d'autres scénarios selon lesquels la population atteindra son maximum plus tôt, peut-être dans les années 2060. L'Institute for Health Metrics and Evaluation projette que la population pourrait diminuer à partir de 2064 pour atteindre quelque chose comme 8 milliards d'ici à 2100. Donc, on est déjà à peu près, bon, ça va augmenter un peu, ça va baisser assez vite après, et après, ça va baisser encore beaucoup plus vite, puisque, comme je vous l'ai dit, moins vous avez de femmes en âge de procréer, plus la dégringolade est rapide. Il existe des projections qui prévoient un déclin encore plus rapide. Et que dit Niall Ferguson? Il essaie de donner la cause de tout ça, et il dit, je cite, « La participation des femmes au marché du travail et les niveaux d'éducation ont été les principaux facteurs prédictifs de l'indice synthétique de fécondité d'un pays. » Je ferme la citation. Autrement dit, quand les femmes sont nombreuses à travailler et instruites, on peut prévoir une baisse, et on peut la prévoir de manière assez précise, on peut prévoir qu'elles auront moins d'enfants, et on peut prévoir combien, de combien sera cette baisse. Alors, on se pose la question, est-ce que la dénatalité est la faute aux femmes, si je puis dire? Et est-ce que cette observation explique le tout de la situation? Et puis, une question qui va vous plaire, messieurs, suffirait-il que les femmes cessent d'étudier et abandonnent le marché du travail pour que les pays en déficit démographique retrouvent comme par enchantement leur fécondité et recommencent à remplacer leur génération? Je dis tout de suite que je ne suis pas partisane de ça, mais on sait bien qu'il y a des mouvements, par exemple aux États-Unis, avec les proud wives, les femmes traditionnelles qui s'efforcent d'être... Alors cesse de rigoler, Marie. les proud wives, les femmes traditionnelles qui vont s'habiller avec des jupes sacres, mais avec plein de fleurs, et puis qui vont s'occuper de leur maison sans mettre de chaussures. La femme enceinte, pieds nus, ça c'était un des grands fantasmes de Monseigneur Williamson, que la presse n'a jamais relevé, mais en anglais ça se dit barefoot and pregnant, c'est-à-dire pieds nus et enceinte. Magnifique. C'était l'image parfaite de la femme. Bon, on n'en est quand même pas là. Et les hommes pieds nus alors? Et les hommes, pas du tout. Les hommes, vous allez faire le beau dehors. Je ne peux pas partir tout à l'heure. Il faut aller au turbin pour Voilà. Mais je voudrais en fait vous montrer que les choses ne sont pas aussi simples et surtout pas aussi simplistes. Alors, il va falloir d'abord dessiner les contours de cette crise pour en trouver les causes, que je ne prétends pas donner avec une certitude infaillible, loin s'en faut. Vraiment, plus on se plonge là-dedans, puis on s'aperçoit que c'est compliqué, divers, on ne retrouve pas les mêmes facteurs partout, enfin, il y a vraiment une multiplicité de causes et de situations. Toujours trois fois. Voilà. Et donc on va dessiner les causes avant d'esquisser les solutions que Yann Bali nous a annoncées hier. Il nous a dit il faut vite se marier et avoir des enfants. Je crois que c'est... On peut essayer. Pour moi c'est déjà fait. Et puis voilà. Alors, je vous signale un passionnant bouquin, mais il est en anglais, qui vient d'être publié par un démographe britannique qui s'appelle Paul Morland, que je soupçonne d'ailleurs d'être juif parce qu'il a beaucoup de tendresse pour Israël et il a des beaux-fils qui s'appellent, des gens qui s'appellent Samuel et je sais pas quoi. Mais bon, c'est un bouquin vraiment intéressant. C'est un grand démographe britannique, très reconnu, et qui lui dit dans son livre « No one left », il ne reste plus personne. Et la Terre, coquille d'œuf vide, pourquoi le monde a besoin de davantage d'enfants?
Aujourd'hui, c'est un livre qui circule, qui est vanté par le Financial Times, c'est un homme reconnu. C'est-à-dire qu'on est passé d'un discours où on parlait de la surpopulation à un discours où il est reconnu que eh bien, nous sommes face à un énorme problème. Lui, il n'hésite pas à parler de calamité démographique. Et il dit, je cite, « On peut tracer un chemin en forme d'arc immense allant du détroit de Gibraltar jusqu'à l'autre bout de l'Eurasie, au détroit de Johor. » Le détroit de Johor, c'est la pointe de Singapour. En ne passant que par des pays confrontés au déclin de leur population, au sein d'un vaste croissant infertile. Oh. Cela comprend des pays majoritairement protestants, catholiques, islamiques, bouddhistes, des pays riches et des pays pauvres, des démocraties et des autocraties. C'est-à-dire que quelle que soit la forme de la société, la religion, la culture, on a un peu partout le même phénomène. La situation est telle qu'aujourd'hui, il ne reste plus guère que les pays d'Afrique, des pays d'Afrique subsaharienne, où l'indice de fécondité est suffisant pour le remplacement des générations, mais ça n'est pas vrai dans toute la région. Selon un site qui s'appelle Macro Trends, qui est une plateforme de formation pour les investisseurs à long terme, la baisse de la fécondité s'accélère plus rapidement que prévu, en particulier dans cette Afrique subsaharienne. Et Statista, qui est l'agrégateur européen de chiffres, de statistiques, prévoit que l'indice de fécondité en Afrique, de l'Afrique dans son ensemble, en 2030 sera de 3,8, au lieu donc des 2,2 qu'il faut. C'est plus qu'il n'en faut pour remplacer les générations, mais une fois de plus, ce sont des pays où il faut plus d'enfants pour remplacer les générations que dans les pays développés. Un site que j'aimais beaucoup qui s'appelle Mercatornet et qui a malheureusement dû fermer ses portes, manque de moyens, un site australien, cite l'universitaire de renom José G. Rimond, qui est un universitaire, ancien directeur de l'Institut Bill et Melinda Gates pour la santé, de la population et la santé reproductive. Vous savez tous que Bill Gates et son ex-femme ont une énorme institution caritative qui donne des millions et des milliards pour notamment la santé des femmes. Et la santé des femmes, il faut comprendre l'avortement et les droits reproductifs, l'accès à la contraception moderne, l'accès à l'avortement légal, etc. Alors que dit cet universitaire, M. José Rimón? Nous avons sous-estimé ce qui se passe en termes d'évolution de la fécondité en Afrique. L'Afrique connaîtra probablement le même type de changement rapide que l'Asie de l'Est. Fin de la citation. Alors, ce sont ces changements qui ont affecté ce qu'on appelle les tigres asiatiques, la Chine, le Japon, Taïwan, la Corée du Sud, qui tous ont vu leur natalité s'effondrer alors qu'elle était florissante. Par exemple, l'Inde, c'était, je crois, 5,7 enfants par femme il y a encore 70 ans. Maintenant, c'est tombé à juste en dessous du niveau de remplacement. Ils sont à 1,9. Alors, ces tigres ont été et sont privés d'une bonne part de leur mordant, car tous ces pays asiatiques ont une population en déclin et donc une main-d'œuvre en baisse. On peut imaginer qu'en Afrique, il se passe la même chose, parce qu'en Afrique, on a des scénarios où les populations rejoignent les villes. Plus les populations se trouvent en milieu urbain, moins elles ont d'enfants, etc. Donc on peut imaginer que l'explosion démographique africaine ne soit pas d'une aussi forte taille que celle qui est brandie, et on dit que l'Afrique va nous envahir tous. Ça n'est pas si simple que ça. En tout cas, toutes les estimations brandies depuis les années 1970, et notamment les prophéties catastrophistes du Club de Rome, qu'il vaut la peine de connaître, ça c'était dans les années 1970, le Club de Rome qui expliquait qu'il fallait absolument mettre fin à la croissance mondiale, qu'il fallait tenir en compte les impératifs écologiques. Tout récemment, j'ai lu une de mes cousines, qui est nettement plus âgée que moi, enfin elle doit avoir une vingtaine de plus que moi, et était en train d'expliquer à Sassa, oui, moi tu comprends, j'ai eu 2 enfants, on s'est mariés au moment des publications du Club de Rome que j'ai lu, et on avait décidé de ne pas avoir d'enfants,
Finalement, on en a quand même eu 2, je ne sais pas si j'ai bien fait. Donc, vous voyez un peu l'état d'esprit. Ce club de Rome a justifié un discours alarmiste qui a été tout à fait contredit par les faits. Et donc, je vous l'ai dit, le pic de la population qui était prévu pour 2100 par l'ONU, qui voyait une croissance qui est toujours importante jusque-là, et bien ça a été ramené à peu près jusqu'à 2060. Et à cette échelle, une erreur de 40 ans, c'est énorme. Ça prouve qu'en démographie, eh bien, on ne sait pas prédire avec une si grande prédiction que ça. Et il faut aussi comprendre que si la population mondiale augmente aujourd'hui, ça n'est pas tant à cause des naissances, c'est à cause des gens qui refusent de mourir. La population vieillit. On a gagné mondialement 20 ans d'espérance de vie, mondialement, y compris en Somalie, c'est-à-dire même dans les pays les plus pauvres. Là, l'hygiène et beaucoup d'autres facteurs font que les gens vivent nettement plus vieux qu'avant. Et plus ces gens qui sont vieux, eh bien, ils pèsent sur la démographie mondiale, et puis il faut s'en occuper. Et donc, ce n'est pas forcément parce qu'il y a plus de jeunes, mais c'est parce qu'il y a plus de vieux que la population augmente aujourd'hui. Je passe rapidement sur des prévisions africaines, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, le problème des pays qui ont encore beaucoup d'enfants n'est pas spécialement d'avoir beaucoup d'enfants, c'est de ne pas être assez développé, de ne pas avoir assez d'emplois. Et qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Eh bien, on les considère comme des viviers à émigration, des viviers de travailleurs pour les pays où on en a moins. Donc, ça ne favorise pas non plus le développement. Quand les meilleurs s'en vont, ça fait partie des questions morales qui se posent avec la gestion de la crise démographique. Est-ce qu'on a le droit de piquer les cerveaux africains? Alors aujourd'hui, peu de pays ont atteint déjà le point où leur population rétrécit dans son ensemble. Mais c'est déjà le cas dans certains et ce nombre augmente. Alors on pense, par exemple, au Japon, on pense à la Russie, qui ne cesse de perdre de la population depuis 2010 environ. Il y a eu une petite remontée entre... Depuis 2022, ça s'est un peu accéléré d'ailleurs. Oui, et depuis 2022, en plus, on envoie les jeunes en front. Donc, c'est ballot, sans compter ceux qui s'en vont parce qu'ils n'ont pas envie d'y partir sur le front. Donc, effectivement, la Russie se trouve face à un problème démographique absolument énorme. La Chine aussi. Et la Chine aussi. Lorsque les enfants manquent, un peu ou beaucoup, et qu'en même temps la population vieillit, ce sont bien d'autres problèmes qui se présentent immanquablement. Ça explique d'ailleurs que les institutions internationales sont aujourd'hui en train de dire et où il y a un problème. Le problème le plus évident, c'est que le budget des retraites, quand il y en a, explose. En même temps que la population active diminue, et surtout la population active au travail. Parce qu'en Angleterre, vous avez aujourd'hui 1 million de jeunes qui ne sont ni en formation, ni au travail, ni nulle part. Ils ont des subventions pour cause de maladies mentales. Le Covid a accéléré une situation qui existait déjà. Donc là, on voit un effondrement sociétal qui est complètement dingue. Vraiment un problème mental? Non, ils vont voir le médecin et disent « je suis anxieux, il faut pas travailler ». Le Premier ministre du Japon a pu parler d'effondrement sociétal. L'Allemagne, elle, ne remplace plus ces générations depuis 1970 et manque de 400 000 nouveaux travailleurs chaque année, en se tournant bien sûr de plus en plus vers l'immigration, avec tous les problèmes que ça entraîne. Parce qu'en fait, est-ce que l'immigration règle les questions? Nous allons en parler rapidement tout à l'heure, mais enfin, je crois que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Au Japon, le virage a été pris en 1958 et le pays manquera de 11 millions de travailleurs d'ici à 2040. Et c'est en Chine, qui avait tellement bénéficié de l'importance de la population, qui acceptait des salaires de misère et qui a permis, tout cela a permis à la Chine de devenir, sous l'impulsion de Kissinger et quelques autres et de l'OMC, l'usine du monde. Et bien aujourd'hui, la Chine est face à un problème insoluble.
La fertilité y a été restreinte de force, vous le savez bien. C'est le programme de l'enfant unique, les avortements forcés, les stérilisations forcées, etc. Aujourd'hui, on y compte un enfant par femme. Qu'est-ce que ça signifie ? La génération de 2024 va être remplacée par exactement la moitié, même un peu moins, de personnes quand cette génération aura 20-30 ans. Donc c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. D'ici à la fin du siècle, la population chinoise, si rien ne change, diminuera de plus de 45%, tandis que les 65 ans représenteront 40% de la population contre 14% actuellement. Ça veut dire que d'ici, aujourd'hui, on a 1,4 milliard Chinois. On va. Pardon ? 400 millions. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, pardon. 1,4 milliard. À la fin du siècle, on tombe à 750 ou 800 millions. C'est tout à fait impressionnant. L'Inde a dépassé la Chine, mais tout laisse penser que elle va connaître un peu les mêmes problèmes d'ici à quelques décennies. Qu'est-ce qu'il y a en Inde ? Il y a eu des campagnes de stérilisation forcée importantes, il y a eu l'avortement sélectif, tout laisse prévoir que le nombre de femmes fécondes ne va cesser de diminuer. Et l'Inde vient en 2023, je crois, de passer, oui, peu importe, elle vient de passer sous la barre du remplacement, puisqu'il n'y a plus que 1,9 enfants par femme en Inde, et à quoi s'ajoutent des crises d'infertilité médicale très importantes dans certaines régions. Donc on sait déjà maintenant que l'Inde risque de se retrouver dans la même situation que la Chine, sans avoir eu le temps d'ailleurs de profiter autant que la Chine de son enrichissement sa population est importante. Et dans tous les pays où la population active rétrécit, on est confronté au même type de problème. Le marché du travail devient de plus en plus tendu, surtout dans certains secteurs. L'activité économique rétrécit. Il faut moins d'écoles, plus d'EHPAD, bien sûr. Enfin, les EHPAD, c'est fini. C'est des investissements à fond perdu, si je puis dire. L'immobilier souffre, parce que les nouvelles familles sont moins nombreuses. Il y a moins de dynamisme, il y a moins d'inventivité. Ce sont les jeunes qui portent une société vers un développement nouveau, qui inventent de nouvelles techniques. L'exemple du Japon est intéressant à cet égard. Il fut un temps où elle déposait chaque année, je n'ai plus les proportions en tête, mais un nombre comparable de brevets à celui des États-Unis. Aujourd'hui, ça a chuté considérablement. La population est jeune, a rétréci. Donc il y a moins d'idées, il y a moins de dynamisme, il y a moins d'allant. Et la difficulté qui naît avec ce vieillissement, c'est qu'il faut allouer de plus en plus de fonds pour tenir en compte, pour répondre aux besoins des personnes âgées, qui sont improductives par définition. Logement, soins, alors même que le nombre d'actifs capables de créer de la richesse ne fait que diminuer et se fait de plus en plus ponctionner, puisqu'il faut s'occuper des plus âgés. Il faut bien prendre dans la richesse là où elle est, prendre dans la productivité des jeunes. Et on arrive dans une espèce de marche forcée vers un socialisme généralisé qui redistribue aux plus vieux. Et il suffit de regarder autour de nous aujourd'hui pour voir où ça peut mener. On peut, simplement par le fait qu'aujourd'hui en France, l'exemple français, même si la France n'est pas la moins bien lotie de tous les pays, hein, il y a eu quand même une certaine vitalité démographique plus importante qu'ailleurs, notamment en Europe. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, dans les EHPAD, dans les institutions pour personnes âgées, sur les trottoirs, les personnes qui accompagnent les personnes âgées, eh bien, ce sont des immigrés, ce sont des populations qui n'ont culturellement pas grand-chose à voir avec ces personnes âgées, ce qui entraîne bien sûr des souffrances. Dans des pays comme le Japon, où on manque tant de jeunes, eh bien, il y a maintenant des entreprises qui sont spécialisées dans la recherche
de cadavres dans les appartements, puisque les vieux, il y a des vieux qui meurent seuls, absolument seuls. Et il n'y a personne pour s'en occuper, et personne pour savoir si elles sont mortes ou non. Donc, c'est une petite tendance, mais c'est une tendance réelle. Et en fait, tout cela va forcément de pair avec l'endettement, parce que quand vous avez de moins en moins d'actifs pour les âgés, par rapport à une population âgée qui fonctionne de plus en plus, les dernières années des personnes en fin de vie étant les plus chères, médicalement parlant, vous imaginez bien qu'il y a, une difficulté énorme, il faut s'endetter, et cette endettée est transmise à qui? Aux générations futures. Et qui, elles, seront de moins en moins en mesure d'y faire face, faute de combattants. À titre d'exemple encore, le Japon avait un PIB par tête inférieur de 14% seulement à celui des Américains en 1991. Aujourd'hui, il est inférieur de près de 40%. Donc cela entraîne augmentation des dépenses publiques, donc augmentation du socialisme, et appauvrissement de la population. Le nombre d'actifs par retraité diminue de manière spectaculaire. En Italie, on comptait 6 personnes au travail pour un retraité en 1950. On n'en compte plus que 2,5 aujourd'hui, et il y en aura un en fin de siècle. En France, on a un ratio qui est un peu meilleur, mais il faut aussi savoir qu'en France, qui est un pays socialiste au dernier degré, on a 56% des dépenses faites annuellement sont décidées par l'État, sont faites par l'État. Et le poids des prélèvements obligatoires en France est de 45% et quelques, enfin c'est un peu moins ou un peu plus. La France est championne de l'OCDE en la matière, mais cela veut dire que les marges de manœuvre sont des plus étroites. Et rien de tout cela ne serait arrivé s'il y a 20 ou 30 ans, les gens avaient eu 2 ou 3 enfants au lieu de 1 ou 2. C'est aussi simple que ça. Est-ce que la disparition menace, cette disparition qui figure au titre de cette conférence? En Corée du Sud, chaque génération perd 40% d'effectifs par rapport à la précédente. En 3 cycles, génération de 20-30 ans, elle pourra avoir perdu 90% de sa population. C'est un suicide démographique qui se constate dans un certain nombre de pays, pas tous, mais en tout cas certains sont bien avancés là-dedans. Alors, je prends une citation de Paul Morland pour un peu cadrer les choses. Je cite, « Le déclin démographique se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, le nombre de naissances par femme tombe en dessous du seuil de renouvellement des générations. Si la population a connu une croissance antérieure, il y aura toujours beaucoup de jeunes femmes en âge de procréer et relativement peu de personnes âgées, ce qui permettra à la population de continuer à croître pendant un certain temps. Ensuite, la dernière cohorte de femmes ayant eu peu d'enfants commence à mourir et leurs propres enfants, peu nombreux, encore moins nombreux, meurent à leur tour, de sorte que les décès commencent à dépasser les naissances. Le déclin naturel s'installe, freiné dans certains pays par l'immigration. Au 3e stade, le nombre absolu de personnes diminue malgré l'afflux continu de migrants. Je ferme la citation. Paul Morland n'est pas du tout partisan de l'immigration, il explique pourquoi dans son livre, il a expliqué dans les journaux et commence à l'écouter. Au Royaume-Uni, vous savez, il y a un afflux de migrants absolument spectaculaire, je crois que c'est de l'ordre d'1 million par an et ça coûte des milliards. Et on sait que ça n'est jamais qu'un coquin sur une jambe de bois, ça ne permet pas d'inverser les tendances. Et c'est vraiment excessivement difficile d'inverser une tendance de dénatalité dans ce pays. Et surtout que l'insécurité, Ça n'aide pas. On assiste à un déclin démographique volontaire, écrit Morland, qui n'a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité, en tout cas à cette échelle. Alors on dira, certains diront, c'était nécessaire, ils ne pouvaient pas continuer comme ça. Seulement, ce que l'on constate, c'est que plus la population augmente, plus les choses vont mieux, si je puis dire, c'est assez paradoxal. Je vous parlais de Paul Ehrlich au début, qui annonçait la bombe de la population, l'explosion de la bombe de la population. Tout ce qu'il a prévu ne s'est pas
produit, mais au contraire, la Terre parvient toujours à nourrir l'humanité, et le nombre de calories disponibles quotidiennement par personne est passé de 1950 à aujourd'hui, de 2000 à 3000, c'est pas si mal. Et aujourd'hui, il faut 30% de terre en moins, aujourd'hui, pour produire la même quantité de nourriture qu'en 1960. Donc, ça devient plus facile de nourrir l'humanité. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. La proportion de gens sans accès facile à l'eau potable est passée de 40% il y a quelques décennies à 25% aujourd'hui. En Inde, où on a connu un doublement de la population en pas beaucoup de temps, tout le monde se souvient des images de trains avec des grappes humaines qui pendaient de partout. Enfin, c'était l'horreur, l'Inde, de se déplacer en Inde. Eh bien, avec une population qui a quasiment doublé, eh bien, la situation s'est améliorée. Les transports en Inde sont plus propres, plus nombreux, les trains fonctionnent mieux, ils sont à l'heure, il y a beaucoup plus d'avions, on se déplace infiniment plus agréablement en Inde aujourd'hui, et de manière fiable, que lorsque l'Inde ne comptait que 750 millions d'habitants. Et en fait, le nombre de gens qui vivent correctement par rapport au temps où nous étions, mettons, 4 milliards, la proportion a augmenté fortement. Et ce, même en Somalie, où l'espérance de vie augmente, alors c'est un des pays les plus pauvres de la Terre. J'en viens à la France. En France, on a franchi un seuil, et comme l'écrit Le Point, un saut dans l'inconnu se profile. Pour la première fois, en mai dernier, on a enregistré plus de morts que de naissances. Pour la première fois depuis 1945, parce que bien sûr les années de guerre c'est un peu spécial, et puis les entre-deux-guerres ont été des années peu fécondes. Le solde, pour la première fois depuis 1945, le solde naturel de la population était négatif, donc en mai dernier, et il est fort probable, bien qu'il y en ait encore certains, écrit Le Point, qu'il soit négatif pour l'année entière. Ce qui signifierait que pour la première fois, la population française ne croîtrait que par l'immigration. En janvier dernier, en janvier 2024, pardon, on avait déjà l'intuition de cette baisse. On voit une baisse quand même assez permanente de la fécondité depuis 2010. Emmanuel Macron a fanfaronné en annonçant un congé de naissance dont Marie, je crois que vous parlez, qui en parlait hier, je crois que c'était Marie, et un plan contre l'infertilité, et il a proclamé qu'il fallait, le temps est au langage guerrier, un réarmement démographique du pays. Ce réarmement démographique, eh bien, il ne s'est pas produit, et il me semble qu'il n'est pas près de se produire. J'ai sorti un graphique, mais je ne peux pas vous le montrer. Mais grosso modo, entre 1995 et 2010, on a connu une hausse assez importante de la fertilité en France, qui est passée de 1,73 enfants par femme à 2,03 en 2010. Je ne fais pas le calcul de la part de l'immigration dans cette augmentation, puisque les statistiques officiellement, quand on n'a pas le droit de faire des statistiques selon l'ethnie. Mais en tout cas, la France était plutôt bien lotie. Tout est relatif, mais bien lotie en Europe. Mais depuis 2020 et surtout 2010, pardon, et surtout 2015, on a une chute spectaculaire de la fertilité. On est passé de 2 enfants par femme en 2015 à 1,68 en 2023, et tout laisse à penser que ça chute encore. Alors, il y a des gens qui ont incriminé le vaccin anti-Covid. Moi, je veux bien, mais la chute est à peu près au même rythme, si c'est un peu plus rapide depuis le Covid quand même, mais la chute est à peu près constante depuis 2015. On a vraiment une chute qu'on ne s'explique pas, si ce n'est peut-être pour des raisons économiques, pour la raison du démantèlement de la politique familiale, pour tout un tas de raisons. Alors, quand Emmanuel Macron, qui est au pouvoir depuis 2017 et qui a donc largement présidé à tout cela, plaide pour le réarmement démographique, on est en droit de lui dire qu'il raconte n'importe quoi. Bon, comme d'hab, il souffle. Est-ce qu'on est en
hiver démographique annoncé. Alors pour l'instant, on n'en parle pas tellement. Et surtout, ce n'est pas l'avis d'un monsieur Laurent Tout-le-Monde, ça ne s'invente pas, qui est directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, créé par Alfred Sauvy. Lui, il dit parler d'hiver démographique est excessif. La France reste le pays d'Europe où la fécondité est la plus élevée. Elle n'est pas dans une situation comparable à celle de l'Italie ou de l'Espagne, par exemple, où le rythme des naissances est nettement plus marqué et entraîne une baisse de la population. Bon, on est en train de nous dire, oui, c'est l'hiver, non, c'est peut-être plutôt l'automne. Ils sont vraiment en train de geler en Italie, en Espagne. Mais un enfant 68 par femme, ça signifie la perte quand même, et c'est en train de baisser d'à peu près un quart d'une génération par génération. Ce n'est pas rien. Et aujourd'hui en France, les femmes les plus fécondes ont entre 30 et 34 ans. On se marie tard, on a des enfants tard. La moyenne de la première naissance en France dépasse désormais les 29 ans pour les femmes, ce qui est tard. Et avant 30 ans, la fécondité baisse pour tous les âges. Alors on peut dire, bon, il y a peut-être un peu d'espoir, puisque ces femmes qui aujourd'hui n'ont pas d'enfants avant 29 ans vont peut-être s'y mettre. Bon, on n'en sait rien, mais ça reste difficile de remonter une telle pente. Que se passe-t-il? Il y a des problèmes économiques, l'inflation, la politique familiale qui est démantelée. Et aujourd'hui, dit ce fameux Laurent Tout-le-Monde, qui dit quand même juste ça, il dit qu'il n'y a plus d'objectifs natalistes en France. Quoi que dise Macron, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, déclin qui est appelé à continuer si rien ne change par ailleurs. Il est tout à fait facile, et je dis en début de conférence, il ne faut pas que je parle trop quand même, il est tout à fait facile de créer une crise démographique, les politiques savent faire. L'exemple de la Chine est spectaculaire. 1991, politique de l'enfant unique, avortement forcé, stérilisation forcée, amende, lorsque vous aviez un enfant qui naissait hors plan communiste, eh bien cet enfant n'avait même pas droit à une identité et à une scolarisation. Enfin, vraiment, ça a été fait de manière on ne peut plus scientifique, au point qu'aujourd'hui, on arrive donc à un enfant par femme en Chine, et que les mesures prises pour contrer cela, l'assouplissement de la politique familiale qui demeure une compétence de l'État, et ça ce n'est pas une bonne chose, cet assouplissement, certaines aides qui commencent timidement à se mettre en place, eh bien globalement ça ne fonctionne pas. Il y a des exceptions, je crois que dans la ville de Tiananmen, on arrive à promouvoir la naissance de deuxième et trois enfants, mais c'est à peu près le seul endroit en Chine où ces politiques de redressement parviennent à répondre à une politique de mort, parce qu'il faut l'appeler comme ça, qui a été instituée de manière contrainte et qui met aujourd'hui la Chine dans une situation absolument épouvantable. Surtout les personnes âgées chinoises qui commencent à se sentir de trop. Le nombre de suicides de femmes chinoises âgées ne cesse de croître. Pourquoi? Parce qu'elles se ressentent comme un poids pour leurs enfants. C'est absolument abominable. Il y a eu aussi de nombreuses mesures, mais dans tous les pays, pour abaisser le nombre d'enfants. On était dans la logique du Club de Rome et de Paul Ehrlich. Pourquoi est-ce si facile de mettre en place une politique de dénatalité? Eh bien, je crois que c'est tout de même une solution de facilité pour beaucoup. Il faut reconnaître que cela exige des sacrifices que d'avoir des enfants, dont les joies ne vont apparaître qu'un peu plus tard, souvent. Ce sont des nuits sans sommeil, ce sont des charges financières, ce sont beaucoup de choses qui font que, eh bien, pour avoir des enfants, il faut non seulement aujourd'hui, il faut le vouloir, puisqu'il est très facile d'éviter d'en avoir, mais il faut accepter que son style de vie change, qu'on n'ait pas le même type d'agrément dans la vie qu'on pouvait avoir sans avoir d'enfant. C'est une vérité. Même si, bien entendu, avoir des enfants compense très très largement par ses joies le fait des sacrifices qu'il faut consentir pour les avoir. En fait, les politiques internationales et nationales se sont conjuguées pour faire de l'homme le génère numéro 1 sur cette planète, avec à l'extrême un discours antispéciste. L'antispécisme dit on n'a pas le droit de dire que l'homme est meilleur que les autres, que l'homme vaut plus que les autres, que l'homme
auraient une nature supérieure à celle des animaux. Non, non, toutes les espèces doivent vivre ensemble et l'homme doit laisser les espèces animales fleurir et au besoin se mettre de côté pour permettre cela. Il y a eu la pression des Malthusiens, les Malthusiens qui s'inquiètent de la diffusion de la pauvreté et de la misère et qui disent que le seul moyen, c'est d'avoir moins d'enfants. Il y a une politique antifamiliale qui est révolutionnaire par essence. En 1789, les révolutionnaires leur première mesure a été d'autoriser le divorce. En 1917, en Russie, les mesures antifamiliales des bolcheviks sont celles que l'on constate aujourd'hui. Hein. C'est l'avortement libre, c'est l'union libre, c'est l'homosexualité reconnue comme forme de mise en couple acceptable. Tout était déjà décidé en 1917. Alors bien sûr, c'est mis en application avec des variantes. Staline avait besoin d'enfants, donc on arrête l'avortement, etc. Et on promeut la famille. Mais globalement, ces erreurs-là, on peut parler des erreurs de la Russie, je crois, eh bien, elles se sont véritablement répandues dans le monde entier. La propagande pro-avortement et pro-contraception ont été omniprésentes et continuent d'ailleurs. La fondation Bill Gates, dont je vous parlais tout à l'heure, vient de promettre 2,1 milliards de dollars US pour la santé des femmes dans le cadre de la marche vers les objectifs de l'ONU, les objectifs du développement durable, qui veulent faire promouvoir toutes ces méthodes de contrôle de la population, avec un objectif en 2030 auquel on est obligé de souscrire, la santé reproductive des femmes, etc. Tout ça, ça reste d'actualité, même si on reconnaît les problèmes liés à la dénatalité. Il y a eu de nombreux facteurs qui ont changé au cours des dernières décennies. Le besoin des femmes de travailler, par exemple. En 1950-60, un baby boom, un salaire paternel suffisait à faire vivre une famille avec la correctement. Ça n'est plus le cas. Les femmes n'ont pas le choix. Elles n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler. Et sans doute est-il impossible de revenir là-dessus dans la mesure où les populations actives diminuent, justement. On a besoin de tout le monde. Comment faire ? On y reviendra tout à fait à la fin. On a des difficultés de logement. Les logements coûtent cher, mais les logements coûtent cher notamment parce qu'il y a de plus en plus de mesures, de plus en plus de contraintes écologiques, ça coûte de plus en plus cher, on n'a pas le droit de louer n'importe quel logement. C'est-à-dire que tout se conjugue pour rendre difficile l'accès au logement. Les zones d'artificialisation nette, ça c'était dans le plan climat, qui empêche de construire des maisons, même à la campagne. Pardon, merci de la précision, j'avais oublié. Zone de zéro artificialisation nette. Il y a des patelins en Bretagne où on construit moins de maisons parce qu'on a fait des pistes cyclables. Or, les pistes cyclables, c'est en dur. Donc, ça artificialise les sols. Donc, il faut... C'est absurde. On arrive à des situations totalement absurdes et qui sont anti-famille et anti-enfants. Donc, quoi que l'on puisse faire par ailleurs, y compris par des allocations familiales ou autres, ça ne suffira pas tant qu'on ne fera pas sauter ces mesures totalement absurdes qui font que l'homme n'a plus la terre comme pour le servir, pour servir à son épanouissement et à son bien, et à sa sanctification en dernière analyse, dirons-nous en tant que catholiques, mais où l'homme doit se soumettre aux prétendus besoins de la terre. Il y a une éducation défavorable, éducation sexuelle qui ne parle que de la manière d'éviter d'avoir des enfants. Il n'y a pas de mise en valeur de la paternité et de la maternité, surtout pas à l'école. Je me souviens d'une série pour enfants que j'avais, c'était la babysitteuse, j'avais ramassé ça dans une librairie, j'avais regardé, eh bien ça racontait comment une fille était, une petite jeune fille de 14-15 ans, faisait du babysitting, et puis en voyant à quel point les gamins braillent, n'ont sont un grand cri d'un côté et aucun sens de responsabilité de l'autre, donc je sais plus qui, que c'est très pénible, et la fin de la conclusion du bouquin, ben moi je ne veux pas avoir d'enfant. Ça, c'était une littérature jeunesse. Incroyable. C'est quelque chose qui est assez répandu. Et donc, le fait de mettre en avant culturellement
le modèle de la famille fidèle qui a des enfants, qui vit normalement, etc., dans l'épanouissement, eh bien, il n'est pas présent dans les médias, il n'est pas présent dans les films. Autrefois, dans les contes de fées, on se mariait, on avait beaucoup d'enfants, et c'était La fin heureuse. hein. Aujourd'hui, c'est on se marie pour ne pas avoir d'enfants. On le voit dans nos classes d'ailleurs. Ah oui? Les petits, la 6e, 5e, quand on leur lit des histoires, et ils se marièrent ayant beaucoup d'enfants, ça ne leur parle plus du tout. Ça va pas, c'est fini. Il y a la difficulté de trouver un conjoint. Les jeunes femmes, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ne trouvent pas de mari. Ah, oui. Et ça, alors la plupart des jeunes femmes, dit-on, préfèrent se marier avec quelqu'un qui est socialement et intellectuellement supérieur. Moi, j'ai eu cette chance. Non. N'intervertissez pas les rôles. Jamais. mais quoi qu'il en soit, il devient plus difficile pour les femmes de se marier, Oui. de trouver quelqu'un qui veuille s'engager, etc. Tout ça, ça ne facilite pas les choses, bien entendu. Et puis, il y a une désaffection par rapport, tout simplement, aux rapports humains. Les gens sont devant leurs écrans, ils ne sont pas ensemble au bar. Il y a l'idéologie du genre qui ne facilite pas non plus les choses, et Bien la sûr. promotion d'une sexualité non procréatrice. La sexualité, par nature, c'est son objectif, elle est procréatrice, et donc, les relations sont faites pour permettre la venue au monde de nouveaux enfants. Aujourd'hui, la sexualité est essentiellement récréative. Oh. Et il y a par-dessus tout le discours anti-humain de l'écologie. Alors l'écologie, le réchauffement climatique, notre empreinte carbone, C'est ça. notre consommation, beaucoup de personnes en âge de procréer, selon une enquête récente, 39% des personnes en âge de procréer interrogées ont affirmé hésiter à procréer en raison de la crise climatique. Et donc, ça n'est pas rien. Près de 40% des gens, on ne va pas avoir d'enfants parce que fait chaud. fait chaud. Il y a une tendance à la stérilisation précoce. Aujourd'hui, les journaux britanniques, par exemple, sont pleins de l'histoire d'une nommée Holly Brockwell. Elle a 26 ans. Et en bataillant dur, elle a obtenu le droit de se stériliser malgré son jeune âge. C'est vraiment une tendance. Et puis, il y a les hôtels, les restaurants qui refusent les enfants. Tout ça, ça crée une ambiance. Pourtant, et ça, c'est une bonne nouvelle, beaucoup de femmes voudraient avoir plus d'enfants qu'elles n'en ont. Au Royaume-Uni, chaque femme voudrait avoir 3/4 d'enfants de plus qu'elle n'en a. Alors, c'est des moyennes. Celles qui ont des enfants voudraient en avoir plus. Voudraient en avoir plus. Celles qui n'en Celles ont qui pas. n'en ont pas voudraient en avoir. En moyenne, ça reste vrai. En France, je ne connais pas le chiffre, en Espagne, qui est un pays à la démographie complètement déprimée, eh bien, toutes les femmes à qui on pose la question, en moyenne, voudraient avoir un enfant de plus, et ne l'ont pas, pour X raisons. Et c'est quand même assez remarquable. Globalement, les gens n'ont pas autant d'enfants qu'ils en voudraient. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une marge de manœuvre. C'est la bonne nouvelle. Est-ce que dans les sociétés patriarcales, comme on dit, il y a plus d'enfants qu'ailleurs? Ben non. C'est le cas de la Corée, par exemple, où le modèle est que les femmes qui ont des enfants doivent renoncer à leur carrière, etc. Elles sont à la maison, l'homme les prend en charge, etc. Eh bien, on a encore moins d'enfants qu'ailleurs. En fait, on s'aperçoit que lorsque les hommes mettent la main à la pâte, s'investissent davantage auprès des enfants, aident leurs femmes, la fécondité augmente. Donc ça, c'est un petit message à vous, messieurs. Alors, question de religion, je vais aller assez vite. Les questions de religion, de manière générale, la religion, en tout cas les religions que par facilité, avec M. Morland, j'appellerais abrahamiques, même si je n'aime pas le terme, sont des religions qui incitent plutôt à avoir des enfants. Dans la Bible, il n'y a pas d'exemple où on dit qu'une naissance est une malédiction. Une naissance est toujours une malédiction. Et ça se retrouve, il y a des régions où, plus catholiques, par exemple la Bretagne, elle a mis 100 ans
à avoir une baisse de fécondité comparable à celle que l'on constate en Provence, où la baisse de la pratique religieuse était antérieure. Donc des choses intéressantes. Mais seulement aujourd'hui, eh bien, c'est partout un peu pareil. En Bretagne, on a la croissance démographique la moins importante du pays. Pourquoi on ne sait pas. C'est depuis 2015, oui, c'est ça, il fait trop chaud. Depuis 2015, on y compte plus de décès que de naissances en Bretagne. Allez comprendre. En fait, ce qu'on voit, c'est que certains pays ont plus d'enfants pour des raisons religieuses. C'est le cas, par exemple, de l'Indonésie, où la pratique religieuse est assez large, où on est dans la zone boucle d'or, comme on dit, ni trop froid, ni trop chaud, enfin, tout va bien. Ils sont entre 2 et 3 enfants par femme en Indonésie, ils ont une foi forte, musulmane, mais aussi dans les zones chrétiennes d'Indonésie, c'est à peu près pareil. On arrive à y avoir une société dynamique, jeune, et qui avance, parce que depuis 30 ans, on se situe dans cette bonne zone. Est-ce que ça va durer? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est le cas maintenant. Mais en Iran, pays religieux, en tout cas, il y a un couvercle religieux extrêmement fort. On a 1,7 enfants par femme et une promotion de la contraception, y compris religieuse. On a des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, qui sont des pays quand même catholiques, où la natalité est complètement effondrée, mais où, par exemple, en Italie, politique familiale zéro jusqu'à Mélanie, les choses changent, mais jusque-là, eh bien, il n'y avait pas de quotient familial, il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait rien, et donc il était extrêmement difficile quand même d'avoir une famille un peu nombreuse en Italie. Mais ce que l'on constate, c'est ce que je voulais vous le dire au début, c'est que les choses ne sont pas simples. Vous avez des pays chrétiens qui ont beaucoup d'enfants, des pays bouddhistes où on en a beaucoup moins en moyenne, mais on n'a jamais une certitude. On ne peut pas dire, tiens, ce pays-là est catholique, pratiquant, machin, donc il va être très fécond. Non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire ce genre de corrélation absolue. On sait simplement que certains pays s'en sortent un peu mieux que d'autres, et un pays comme la Géorgie, lui, il va même carrément plutôt bien, parce que, plus le nom du gars, c'est le patriarche local. Le patriarche local, bon, je ne vais pas vous retrouver le nom, il a décidé, en 2007, le patriarche Ilia II, de l'Église orthodoxe géorgienne, à laquelle appartiennent 80% de la population, il a dit, bon, maintenant, la dénatalité, ça suffit, je m'engage à être personnellement parrain de tout troisième enfant qui naît dans ce pays. Et ça a fait augmenter la natalité, curieusement, jusqu'à atteindre 2,2 en 10 ans. En 2017, ils en étaient à 2,2 enfants par femme. La Géorgie a stabilisé sa population grâce à ça. C'est étonnant. Combien de filleuls? Alors lui, il en a... au départ, c'était 5 000, et à la fin, 13 000 par an. Et aujourd'hui, en 2017, il avait personnellement baptisé et servi de parrain à 30 000 bébés. Alors, je ne sais pas à qui on peut faire appel pour ça, mais c'est intéressant, c'est rigolo. Donc, cadeau de Noël. oui. Une bénédiction générale. Il y a une exception qui est intéressante, c'est Israël. Israël avait une population qui n'était pas excellente, qui ne se remplaçait pas. Et puis, aujourd'hui, c'est le seul pays développé qui compte 3 enfants par femme, toutes religions confondues. Pourquoi? Mais en fait, on n'en sait trop rien, parce qu'il n'y a pas d'aide particulière, il n'y a pas de politique familiale proprement dite, mais en revanche, les familles sont à l'honneur, et notamment les familles nombreuses. Il y a un contexte culturel qui fait que c'est bien vu de se marier jeune, voir une famille dans la rue avec plein d'enfants, c'est bien vu, et ça se dit et ça se voit dans les pubs, etc. Il y a une question culturelle qui est importante. Et il y a un autre facteur en Israël, c'est l'aide fournie par les grands-parents.
les grands-parents aident les jeunes mères qui ont de jeunes enfants. Et cela concerne 71% des jeunes mamans israéliennes. Elles sont aidées par les grands-parents. Donc c'est aussi une piste, c'est l'aide intergénérationnelle. Y a-t-il des solutions? Une renaissance? Là, la renaissance, on l'a vu dans plusieurs pays, et il y a des solutions. Les plus cyniques, on les connaît. C'est l'euthanasie. Je crois que ce n'est pas du tout un hasard si on a été repris par les institutions internationales, parce que là, c'est très anti-homme, anti-naissance, au même moment où l'euthanasie est en train d'être légalisée un peu partout. Alors, la France, on le sait, la Slovénie tout récemment, mais c'est un peu... De plus en plus, on justifie la mise à mort des plus âgés, et économiquement, c'est incontestable comme solution, parce que c'est dans les derniers mois, dernières années, surtout les derniers mois de la vie, que tout ça, qu'une personne âgée coûte le plus cher, en soins médicaux, etc. Donc l'euthanasie, pour moi, est une solution, mais ça n'est pas une bonne solution, je m'empresse de vous le dire. Il y a une autre solution qui est celle des robots. C'est celle qui est adoptée de plus en plus par le Japon et la Corée du Sud. C'est de faire le travail par des machines. Donc, De faire des enfants? non, ça c'est encore autre chose. Non, c'est pas les robots. Le boulot, le Royaume-Uni vient d'importer, une société du Royaume-Uni vient d'importer des maçons, ceux qui posent des briques, robotisés, des robots, qui font le boulot, et il faut un seul homme pour faire fonctionner 2 robots. Il y a un manque de 40 000 maçons en Angleterre actuellement. Il en suffit d'un et il n'a pas besoin d'être qualifié. Pour être maçon, il faut être ouvrier qualifié. Pour faire fonctionner des robots qui posent des briques, il suffit de monsieur lambda. On peut leur envoyer Madame de l'autre lambda. façon. Donc, on importe des maçons. Pour les fonctionnaires, ça ne marche pas. Parce que Pour les les- robots ne savent pas ne rien faire. C'est très embêtant et ils ne jamais de vacances. Sans compter la possession. Donc, les robots sont une possibilité qui ne fonctionne pas forcément très bien parce que ça coûte cher à maintenir, il faut les réparer, il faut les surveiller, il faut les fabriquer, il faut les inventer. Donc, il y a quand même, ça ne va pas de soi, mais il reste que le remplacement de l'homme par le robot n'est pas totalement inconcevable, et d'autant plus si le robot fonctionne à l'intelligence artificielle. Dont on parlera dans quelques jours, mais dont j'ai entendu Laurent Alexandre dire, vous connaissez le docteur Laurent Alexandre, qui est le transhumaniste de base, très médiatique, et il a dit en conférence que c'est une nouvelle espèce, l'intelligence artificielle, c'est une espèce qui va nous supplanter. Donc ça, c'est l'avis des transhumanistes. Au fond, les hommes, on n'en a pas si besoin que ça. Et si on les remplaçait ou si on les transhumanisait, ne serait pas une mauvaise solution non plus. Je crois que culturellement, religieusement, humainement, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, ça n'est pas non plus une solution. L'immigration est-elle une solution? Morland dit un pays peut être dans 3 situations suivantes, mais pas plus. Donc, on a 2 de ces 3 facteurs. Une fécondité pas assez peu d'enfants, l'homogénéité ethnique, et le dynamisme économique. Il faut jouer sur ces facteurs parce que si vous ne pouvez pas en même temps avoir peu d'enfants, rester vous-même sans immigration et avoir du dynamisme économique dans un contexte de baisse de la natalité, c'est impossible. Mais est-ce qu'avec l'immigration, on a un dynamisme économique? Eh bien, en fait, non. Parce que, d'une part, ça coûte excessivement cher, ça coûte des milliards. Bon, les études ne manquent pas dans les pays jadis développés chrétiens et ethniquement, généralement blancs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être blanc pour être chrétien, pas du tout. On peut avoir ça n'est pas le raisonnement, mais le fait de dire qu'il y a une population peu formée, d'une culture différente qui arrive et qui n'est pas en mesure de prendre les emplois qu'il faut et qui ne partage pas d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler, en tout cas la communauté, le projet national d'un pays, eh bien, ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. L'Allemagne est un exemple éclatant, la France, l'Italie, enfin, on connaît maintenant, on sait que l'immigration ne règle absolument pas les problèmes de la dénatalité. Et de toute façon, comme le montre Morland dans son bouquin, ça peut
ça peut constituer une petite solution pendant un certain nombre d'années, mais avec l'effondrement de la natalité, sachant que les immigrés qui arrivent finissent par avoir tendance à avoir moins d'enfants qu'ils n'en avaient dans leur pays d'origine, et bien finalement, le problème reste le même, en même temps que l'on ponctionne les pays les plus pauvres où les forces vives partent. Donc tout ça, ça n'est ni moral ni souhaitable. On sait que, je reprends un chiffre de Morland, la population britannique de race blanche, d'origine britannique, sera minoritaire dans son propre pays d'ici à 2050. Alors, je ne parle pas d'un point de vue ethnique, puisqu'il y a beaucoup d'immigrés qui viennent d'Albanie, de Roumanie, de pays d'Europe de l'Est, donc ce n'est pas une question ethnique. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une culture nationale qui disparaît inéluctablement. Qu'est-ce qu'on peut faire en face de ça? Des aides d'État. La Hongrie essaye très fort. Elle a mis en place des allocations, elle a mis en place pour les femmes qui ont eu 3 ou 4 enfants dans leur vie, celles-là sont totalement dispensées d'impôts pour le restant de leur jour. Ça n'est pas rien. L'accès à la propriété est largement aidé. Il y a des prêts à taux zéro qui sont carrément excusés, enfin, dont on est exempté du remboursement si on a 3 enfants en couple. Alors, il y a vraiment énormément de mesures qui sont prises, un discours pro-famille, culturel et général, l'environnement est pro-famille, etc. Mais la fertilité n'est passée que de 1,25 enfants par femme, elle est passée seulement à 1,5 en 10 ans. Ça n'est pas beaucoup. On n'en est pas vraiment à un redressement. Et on ne sait pas, évidemment, si ces mesures ont empêché une chute encore plus rapide, c'est possible. On ne sait pas si cela va continuer. Ce que l'on sait, c'est que si le gouvernement hongrois espère atteindre le taux de remplacement en 2030, eh bien, ça n'est pas du tout gagné d'avance. Ça ne va pas du tout dans le sens d'une floraison immédiate. Il y a une lenteur et puis il y a le fait de l'insécurité par rapport à l'avenir. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu qu'une simple politique familiale ne suffit pas. Alors, en Hongrie, en tout cas, les politiques natalistes ont été positives, mais la Hongrie a même renoué avec la baisse en 2024 avec 1,38 enfants par femme. Ça rebaisse. Donc ça ne suffit pas. En France, on a vu que les politiques natalistes, elles étaient assez généreuses malgré tout, même si on n'arrêtait pas de dire que ça ne remplaçait pas le coût d'un enfant, que les allocations familiales et les différentes cautions familiales et tout ça, ça a baissé. Et on a quand même vu la natalité baisser avec la baisse des politiques familiales. Donc, ça peut jouer un rôle. Ça doit jouer un rôle si c'est bien fait, mais ça n'est pas suffisant. La natalité russe ne cesse de s'effondrer aussi. Elle est à 1,41 enfants en baisse depuis 2015, alors même que l'État verse un capital maternité. On le fait moins aujourd'hui, puisque les moyens manquent. Il y a un discours gouvernemental pro-famille très fort. Mais quand on envoie des jeunes hommes se faire tuer sur le front, ce n'est pas un encouragement à la natalité non plus. On ne va pas produire de la chair à canon. Et puis, la Russie perd sa population depuis. Elle baisse depuis l'an 2000, je crois. Donc c'est considérable. En Chine, rien ne marche. Les femmes n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Et comme je vous l'ai dit, on est passé à un enfant par femme. Elle n'arrive pas à trouver de mari, surtout. Elle n'arrive pas à trouver de mari, mais il y a aussi moins de femmes. Il y a, tout dernièrement, la Chine a décidé de mettre en place des allocations familiales d'un équivalent de 420 € par an pendant les 3 premières années de vie d'un enfant. Il y a des allocations spécifiques pour le 3e enfant dans certaines villes. Je vous l'ai dit, généralement, ça ne fait pas d'effet. Les femmes chinoises, elles n'y croient plus, quoi. Elles sont assez payées, je pense, avec la politique de l'enfant unique, pour être méfiantes vis-à-vis de l'État. Et puis, il y a une habitude qui se prend, et ça coûte très cher d'avoir un enfant en Chine, parce qu'il faut la formation, il faut payer l'école, il faut ceci, il faut cela, il faut payer une bonne école. C'est le cas en Corée du Sud aussi, où on verse des fortunes pour qu'un enfant puisse réussir dans la vie, et donc on n'en a qu'un, tellement ça coûte cher. Une amie qui a longtemps habité en Corée du Sud me dit que les choses changent, parce que les jeunes générations sont moins focalisées sur le travail et plus sur l'épanouissement et donc sur la vie de famille, avoir des enfants. Donc
elle dit il y a peut-être un petit espoir. Mais en tout cas, jusque-là, les choses ne fonctionnent pas. On sait qu'il faut plus de familles nombreuses, et en même temps, toutes les mesures qui sont prises sont faites pour favoriser des enfants de 2 enfants, pas plus, avec une femme qui travaille, qui revient vite au travail après avoir eu son enfant, avec des congés réduits, etc. On prend des mesures qui ne favorisent pas les familles nombreuses, mais qui favorisent les petites familles qui sont incapables à elles seules d'assurer le renouvellement des générations. Je crois que il faut au moins 15% de familles nombreuses dans un pays pour que ce fameux chiffre de 2,1 soit atteint. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, tout à fait légitimement, elles sont religieuses, elles ne se marient pas. On ne peut pas non plus imposer le fait d'avoir des enfants. Et il faut favoriser, aider, soutenir les familles qui en ont plus. On sait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'aide des papas est un plus dans les familles. Plus les hommes aident et s'impliquent dans la vie familiale et dans l'éducation et la gestion des enfants, mieux ça fonctionne. Il faut plus de choix, de liberté. C'est ça qui est plus important que des politiques étatistes. Il faut que le logement redevienne accessible. Il faut avoir une vraie liberté. Aujourd'hui, des pays où la garde d'enfants est facilitée connaissent une natalité plus vigoureuse, mais ça n'est pas le cas partout. C'est vrai, par exemple, en Allemagne, où ça coûte relativement cher de faire garder des enfants, peu cher de faire garder des enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'enfants en Allemagne qu'au Royaume-Uni, par exemple, une femme qui travaille verse la moitié de son salaire pour la garde de son enfant. Donc rien n'est systématique, il n'y a pas de solution toute faite. Mais il y a des idées qui sont mises en avant par certains biographes, qui sont par exemple de laisser aux jeunes femmes qui ont entre 20 et 30 ans la possibilité de commencer leurs études plus tard, après avoir eu des enfants. La possibilité d'entrer sur le marché du travail plus tard, si elles le souhaitent, après avoir eu des enfants. Rendre possible ce décalage, parce que précisément, ce sont les femmes qui ont le plus de facilité d'avoir des enfants. Jusqu'à preuve du contraire, elles sont même les seules à pouvoir en avoir. Leurs années les plus fécondes se situent généralement entre 20 et 30 ans. Il faut des possibilités donc financières, et il faut une aide intergénérationnelle. Alors, dans un pays comme la France, est-ce facile? Ben non, parce que la grand-mère habite ici, l'enfant est là-bas. Comment fait-on? Eh bien, peut-être faudrait-il que, en tout cas, dans nos milieux, on favorise cette aide intergénérationnelle. Je ne dis pas l'exemple de la paroisse, en tout cas de la chapelle de Port-Marly, où les chanoines du Christ roi avaient mis en place un système pour les femmes qui venaient d'avoir des enfants. Ils pouvaient donner tout leur linge à laver et à repasser à des familles, à des dames plus âgées qui le faisaient très volontiers pour rien. Ben oui, ça c'est une aide. Parce qu'aujourd'hui, tout pèse sur les mamans, sur les jeunes mamans. Et c'est lourd, c'est difficile. Donc, avoir plus d'aide intergénérationnelle, avoir plus de reconnaissance des besoins des femmes entre 20 et 30 ans qui doivent avoir le temps de procréer, sans être dans des affres financières terribles. Et il y a un exemple qui m'intéresse beaucoup, un exemple qui marche, tout à fait intéressant, ça se passe au Japon. Au Japon, on a un taux de natalité vraiment très bas. Il était en 2022 le plus bas depuis 1899, avec un total de 800 000 naissances, c'est-à-dire seulement la moitié des décès enregistrés en 2022. Donc on avait 2 décès pour 1 naissance. Il y a une petite ville qui s'appelle Nagi. On dit Nagi ou Nagi? Nagi. Bourgade de 6 000 âmes, où le taux de natalité était en 2022 de 2,95 enfants par femme, contre 1,36 enfants par femme au plan national. Pardon, c'était en 2019. Et dans cette petite ville, près de la moitié des ménages ont 3 enfants et plus. Alors comment on s'est fait? En 2002, il y a une désertification que tout le monde constate, et des communes autour de Nagi disent on va fusionner, et puis on va
prendre acte du rétrécissement. Mais à Nagui, on dit, pas question, on va faire autrement, on va rationaliser la gestion municipale en réduisant les budgets, donc moins de dépenses publiques pour toutes sortes de choses. Mais en revanche, les économies engendrées, c'était à l'époque 1,2 million de dollars, on en a fait un capital de départ pour restructurer les choses. Et premier objectif, éducation des enfants, accueil des enfants. Dès 2004, donc 2 ans, Nagui développe des politiques favorables à la famille. Services médicaux gratuits pour les enfants jusqu'au collège, et puis on va encore faire de ça. Une prime pour le premier enfant, et puis plus il y avait d'enfants, plus il y avait de primes. Une prise en charge des services un subventionnement, des services de garde, des frais d'éducation, de traitement contre l'infertilité, repas scolaires, billets de bus, manuels scolaires, tout ça, on a tout orienté sur l'enfant. On a en 2023 organisé dans cette ville une campagne offrant jusqu'à 4 400 € équivalent en yens aux jeunes d'une vingtaine d'années qui voulaient enregistrer leur mariage dans la ville et s'y installer. Et pour les couples un peu plus âgés, la prime était un peu moins importante, mais elle était là aussi. Et puis surtout, les personnes âgées font partie intégrante du renouveau. Il y a tout un réseau de bénévoles qui assurent le fonctionnement des lieux de garde, qui viennent aider les gens, qui effectuent des tâches au service de la communauté, pour les familles, etc. Et à l'instar des maisonnées d'antan, écrivait ma collègue Clémentine Jallet dans RITV il y a quelques mois, à l'instar des maisonnées d'antan où toutes les générations se mélangeaient pour que la disponibilité des uns permette le travail des autres, Nagui a fait le choix de vivre selon ce modèle qu'on disait périmé et ringard, et selon des valeurs traditionnelles qu'on voudrait écraser au profit de l'éclatement de tous azimuts des foyers. Aujourd'hui, rien ne soutient la famille, là, tout soutient la famille. Eh bien, les gens ont 3 enfants sans aucune difficulté, et c'est une ville qui est pleine d'enfants, qui est joyeuse, qui est vivante. Et ça, je pense que c'est une chose à retenir. En résumé, il faut une réponse au niveau de la société et non au niveau des couples qui ne peuvent plus porter seuls un poids qui devient de plus en plus lourd. Aux mesures politiques, il faut ajouter l'entraide intergénérationnelle, et il faut surtout en finir avec le socialisme qui appauvrit. Aujourd'hui, le poids de l'État fait que les couples qui ont des enfants payent aussi pour la politique d'immigration, pour tous les gadgets gouvernementaux, pour l'école. Ils payent pour l'école, mais ils payent une deuxième fois quand ils choisissent l'école libre, bien sûr. Il n'y a pas de politique familiale sans liberté et sans redéfinition des priorités. Il faut savoir ce qu'on veut, et il faut, si c'est une priorité, il faut cesser de dépenser des fortunes pour autre chose. Il faut assumer les fonctions régaliennes de l'État et reconnaître que la démographie est un facteur essentiel. La démographie, c'est l'histoire. N'oublions pas, en tant que catholiques, que les enfants sont finalement la plus grande richesse que nous ayons. On peut accumuler des tas de trésors, mais on ne les emporte pas dans l'au-delà. Ce trésor que sont les enfants, on les emporte, en tout cas je l'espère, on les emporte en paradis. Donc, soyons conscients que de ce très grand bonheur qui nous attend et de la joie qu'il y a à faire des petits citoyens du ciel. Très bien.